Bon, en tout cas, merci de votre présence, hein. L'objectif de ce meet-up, c'est de vous présenter ce que c'est que le client Go, comment on l'utilise, comment il s'interface avec certaines API. Mais tout d'abord, durant ce meet-up, je vais faire une introduction sur, en fait, je vais faire un rappel sur l'architecture de Kubernetes. Après, j'aurai aussi l'occasion, je pense, de dire ce que c'est que l'API de Kubernetes et de dire pourquoi on utilise le client Go. Et à la fin, je vous ferai une petite démo de 5 à 10 minutes. Après, ça va dépendre du créneau si on n'est pas coincé par le temps ou pas. Ah, ok, pour me présenter, bon, je suis pas architecte Kubernetes, mais la plupart de mon boulot consiste à mettre en place des architectures sur Kubernetes, m'assurer que ça tourne et en faisant des choix sur tout ce qui est stockage, tout ce qui est type de machine à utiliser. Et en même temps, je fais du DevOps. Et une partie de mon temps, je travaille sur des projets perso qui consistent à faire du Content Delivery Network. Et je pense que si le temps nous le permet, ou dans d'autres meetups, je pourrais vous faire des présentations sur tout ce qui est OTT, genre comment on fait de la télé sur Internet en passant par un studio qui enregistre les données, et puis ces données qui sont passées par des packagers, par des encodeurs, puis packagers au CDN qui est le serveur de livraison de contenu. Et pour commencer, en fait, il faut savoir que Kubernetes, en réalité, c'est l'orchestration de clusters de conteneurs le plus populaire actuellement. Mais par contre, il a des concurrents comme Mesos, comme Docker Swarm. Et son architecture, elle est trop simple. On a un master qui contrôle l'ensemble des nœuds. Et sur les nœuds, ils vont tourner des pods. Et des pods, en réalité, à l'intérieur des pods, on a ce qu'on appelle des conteneurs. Mais le fait que dans les worker nodes ou dans les nœuds tournent des pods, tout ce travail, toute cette intelligence est gérée par le master. Le master, en réalité, il a 4 composants, ce qu'on appelle le control plane. Et sur ces composants, on a une base de données qu'on appelle etcd, qui est une clé valeur qui stocke toutes les informations sur les nœuds, à savoir leur CPU, leur RAM, leur processeur. Et il y a un composant qui est le Kube Controller Manager. Le Kube Controller Manager, en réalité, c'est le contrôleur de tous les objets Kubernetes. Si tu veux déployer en déploiement, il y a le contrôleur du déploiement qui est trigué et qui va te permettre de déployer ton déploiement en DNA. Et le scheduler, en réalité, c'est lui qui qui va dire que tel pod sera déployé dans tel ou tel NAS. Mais de ce fait, il s'appuie sur les informations des NAS. Genre, si je veux déployer un pod non ordonnancé, un pod sur lequel il n'y a pas de node selector, le scheduler, il va regarder en réalité si tel nœud a des ressources nécessaires pour faire tourner ce pod. Et s'il y a de la ressource, le scheduler, il va dire au kubelet qui est dans le nœud, il va lui donner une ordre pour lui dire est-ce que tu peux m'installer ce pod dans ton nœud, et le kubelet, il va démarrer le conteneur, s'assurer que ça marche et il va notifier ça au master. Et le composant sur lequel on va parler aujourd'hui, c'est le Kube API Server. Alors, le Kube API Server, c'est une REST API qui permet aux personnes qui utilisent la commande kubectl ou qui utilisent le client Go de s'interfacer avec le cluster Kubernetes pour pouvoir déployer vos objets tels que des pods, des réplicas contrôleurs, des stateful sets. En réalité, si je résume, c'est ça l'architecture de Kubernetes. Et la fonction d'orchestration de Kubernetes permet de créer des services applicatifs sur plusieurs conteneurs. Il permet aussi de planifier leur exécution dans le même cluster et de garantir leur intégrité. Et il y a aussi une fonction d'orchestration qui consiste à assurer le monitoring de tous ces objets Kubernetes une fois déployés
déployé dans le cluster. Et pour l'API Kubernetes, en réalité, c'est un entry point du cluster et c'est une REST API. En fait, il se base sur OpenAPI qui est, je ne sais pas si vous connaissez le Swagger. Parce que dans un fichier Swagger, c'est un fichier de spécification où tu as tous tes endpoints avec leur description, les paramètres qui prennent paramètres qui prennent en entrée et puis les réponses, les status code et tout ça. Et dans Cube, il y a ce qu'on appelle des opérations. Et dans les opérations, on a les paramètres, on a des responses. Et dans les paramètres aussi, en fait, on a ce qu'on appelle des définitions. Et les définitions, en fait, ils sont nombreuses. Ils peuvent être le body, ils peuvent être, en fait, toutes les informations dans le body. Et puis, on applique une fonction qui, en fait, on applique une fonction. Et sur cette fonction, il y a ce qu'on appelle l'action. Et c'est l'action, ça peut être un create, ça peut être un delete, ça peut être un patch, et ça peut être ou bien une delete collection. Et là, là, vous avez une liste de commandes de Kubernetes. Si tu fais un kubectl get pods nginx pour récupérer le pod nginx, en réalité, derrière, tu fais un get. Si tu veux avoir toute la liste des pods avec un get pods avec un S, tu appelles l'action list derrière. Et quand tu veux watcher un pod pour voir à chaque fois qu'il y a un changement dans le pod ou dans la conf du pod, que tu sois notifié, on utilise l'action qui est égale à watch. Et sur la liste des actions, on a le crate update, on a le, j'ai dit crate deux fois, mais bon, on a le crate, mais c'est juste que le crate, on l'utilise quand on fait kubectl crate-f, le nom du fichier de configuration. Et avec apply, avec apply, quand tu fais un kubectl, apply-f déploiement, il t'installes ton déploiement. Et quand tu fais une modification et tu refais la même commande, il regarde s'il y a des changements. Et s'il y a des changements, il fait un update. Par contre, on peut patcher les nœuds d'un cluster de Kubernetes. Et pour supprimer aussi un objet qu'on a déjà installé avec un kubectl apply, on remplace le apply par le delete pour supprimer l'objet. Et on a aussi la possibilité d'avoir une action qui est delete collection qui permet de supprimer toutes les pods, en fait tous les pods qui sont dans un namespace ou quelque part. Et il y a une notion très intéressante dans Kubernetes qui est le RBAC, qui est Role Based Access Controller. En réalité, c'est un objet d'un cube qui nous permet de donner des droits à des utilisateurs, à des groupes, sur des namespaces ou sur un scope beaucoup plus global. Et sur ce type d'objet, tu as deux rôles. En fait, il y a ce qu'on appelle des cluster rôles. Et les cluster rôles, ils sont très globaux. Ils s'appliquent dans tout le cluster. Et par contre, les rôles, ils s'appliquent dans les namespaces. Je donne un exemple. Si je suis un administrateur de cluster de Kubernetes et que dans mon entreprise, il y a des développeurs, il y a des testeurs, il y a des ops, ce que je devrais faire en tant qu'admin, je crée des namespaces différents. Et les namespaces dédiés pour les développeurs, je leur donne tous les droits que sur ce namespace-là. Mais par contre, pour les ops, je leur donne tous les droits de déployer des applications dans la prod parce que c'est eux qui sont habilités à déployer les applications dans le namespace de pré-prod. Et pour être un administrateur de cluster Kubernetes, tout ce qui est rôle et cluster rôle, il faut être assis là-dessus. Et toujours sur l'API versioning, en fait, il y a trois levels pour faire du versioning dans Kubernetes. Et puis, il y en a une alpha, une bêta, une stable. Et la alpha, il est désactivé par défaut. Et la bêta et la stable, ils sont activés par défaut. Et le format d'une ressource, en fait, le format d'un objet Kubernetes, c'est la suivante. Tu as l'API, tu as le groupe, tu as la version et tu as la ressource. Et ce qu'on fait derrière, on fait un mapping pour avoir en réalité l'endpoint correspondant soit au déploiement, soit au cron job sur les deux exemples que j'ai donnés.
Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà utilisé Kubernetes? C'est une question que je pose, hein. Oui, il y a des gens qui ont eu à l'utiliser, hein, je pense bien. Ok, sinon pour déployer leurs applications, vous utilisez quoi? Vous utilisez Helm, vous utilisez kubectl ou vous utilisez quoi? Ils ont utilisé quoi? En fait? On ne peut pas le voir dans le chat. Mais bon, en fait, il faut savoir qu'il y a deux outils. Il y a deux outils que pas mal bon, que les êtres humains utilisent, quoi, que les gens utilisent pour déployer des applications dans Kubernetes. Il y a Helm qui est un outil super intéressant qui nous permet de packager des applications qui sont censées tourner dans Kube, les déployer et faire des mises à jour de version. euh, En fait, faire des mises à jour de release. C'est tout à fait possible avec Helm, mais avec kubectl aussi c'est possible, mais il faudrait faire du bash derrière. Et le problème, c'est que les applications cloud native ou le control plan de Kubernetes, donc ce que je l'ai expliqué tout à l'heure, le master de Kubernetes, il a besoin de parler avec, en fait, c'est par lui où on passe pour créer des objets Kubernetes. Et pour cela, dans des composants ou dans une application qui tourne dans le cloud, il n'y a pas une personne qui intervient derrière. Et ces applications, ils ont besoin d'avoir un driver ou ce qu'on appelle un client Go pour pouvoir interagir avec l'API Kube Server. Et en réalité, c'est pour cela qu'on utilise le client Go. Le client Go, il faut le voir comme un driver qui te permet de connecter avec une base de données Postgres ou MongoDB ou whatever, et après, tu peux faire tes requêtes derrière. Et en réalité, des applications qui tournent dans le cloud ou le control plane, ils vont utiliser ce client Go pour interagir avec l'API serveur de Kubernetes. Et le setup du client Go, il est trop simple. Il a besoin d'un fichier de configuration. Et ce fichier de configuration n'est rien d'autre que le fichier de configuration du cluster. En fait, quand on crée un cluster Kubernetes, le cluster Kubernetes a un fichier de configuration. Et dans le fichier de configuration, il y a le nom du cluster, il y a le contexte, il y a un certificat qui te permet de te connecter, d'interagir ou de te connecter avec ce cluster. Et le client Go, ce qu'il va prendre en paramètre, il va prendre en paramètre un fichier de configuration. Et le fichier de configuration, tu peux l'avoir à deux endroits différents. Si, en fait, la démo que je vais vous faire, je vais vous montrer que mon fichier de configuration, il est à l'extérieur de mon cluster Kubernetes. Et dans ce cas, c'est la dernière option, je pense. En fait, c'est le deuxième bullet point. Et pour le premier bullet point, des applications qui vont tourner dans du cloud native ou le control plan, eux, ils auront leur fichier de configuration qui sera dans le cluster Kubernetes. Et le client Go, quand tu le passes, ce fichier de configuration, ce qu'il va faire, il va générer un client set. Et le client set n'est rien d'autre qu'une liste d'interfaces qui va implémenter toutes les fonctions qu'on va utiliser pour créer nos objets Kubernetes, à savoir des pods, des déploiements, des services, des HPA ou des réplica controllers. En réalité, il faut comprendre que le client Go, il prend en entrée un fichier de configuration qui peut être dans le cluster ou en dehors du cluster pour générer un client set. Et le client set est une liste d'interfaces qui implémente toutes les fonctions qu'on va utiliser pour créer nos objets Kubernetes. Et là, je vais parler un tout petit peu des KN, des Kubernetes KN. En fait, tout objet Kubernetes appartient à ce qu'on appelle un GVK, groupe KN version. Chaque objet de Kubernetes appartient à un triple GVK. Et le pod, il est dans l'API groupe Core V1. Le déploiement, il est dans l'API groupe Apps V1 et l'ingress.
Et ces kinds, il faut les maîtriser si tu veux, en fait, si tu veux que ton programme puisse parler avec l'API serveur de Kubernetes en passant par le client Go. Ça, il faut les maîtriser. Et là, c'est une liste beaucoup plus détaillée. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque objet de Kubernetes appartient au triple GVK. Là, j'ai juste noté 3 groupes, leur version et leur kind. Parce que sur la démo que je vais faire, je vais créer un déploiement et je vais créer un service. Et pour un déploiement, si vous regardez, il est dans le groupe apps. Il est dans le groupe apps. La version c'est V1 et le kind c'est déploiement. Et pour le service que je vais créer pour exposer mon déploiement de telle sorte qu'il sera accessible de l'extérieur, son groupe c'est core, sa version c'est V1 et du coup le kind c'est service. Ok, là je vais faire un petit rappel avant de continuer sur les core objects. Il faut savoir que par défaut sur Kubernetes, quand tu déploies une app, que ça soit dans un déploiement, dans un stateful set, dans un replica controller ou dans un daemon set, tu vas vouloir accéder à l'objet que tu as déployé. Et pour accéder à cet objet, tu crées ce qu'on appelle un service. Et le service, il va te permettre d'accéder à tes pods. Et pour qu'il puisse accéder à tes pods, il faut labelliser tes pods. Et le service derrière, tu crées un sélecteur. Et quand la requête va matcher avec tel label, ton trafic il sera redirigé vers le pod qui a le label. Et en fait, l'architecture, l'architecture que je vais, pas l'architecture, ce que je vais déployer à la fin et tester, c'est cette architecture-là. À la fin de la démo, je vais créer un pod, je vais créer un déploiement qui est en réplica, de 3. Le réplica 7, c'est le nombre de pods que contient ton déploiement. Et en amont, je vais mettre ce qu'on appelle un service. Et le service, il va définir comment on va accéder à tes pods. Et le service, il y a 4 types de services. Je peux faire un load balancer, je peux faire un node port, je peux faire du cluster IP, je peux faire du external, external name, mon service qui est external name, qui est utilisé quand tu as une base de données qui est en dehors de ton cluster et que ton backend il tourne dans le cluster. C'est dans ce cas, dans ce use case qu'on utilise le service de type external. Et là, les packages que je vais utiliser pour mettre en place le client Go, ça c'est la liste des paquets pour le client Go. Et il y a une liste des paquets que j'ai déjà utilisé pour le déploiement et une liste de packages aussi que j'ai déjà utilisé pour le service. Et ça, c'est aussi des sources. Il faut savoir qu'en dans Kubernetes, chaque release est une branche. Et dans chaque release, tu as ce qu'on appelle un client Go qui est associé. En fait, tu ne peux pas utiliser un client Go de la version 1.17 et de l'utiliser pour Kubernetes 1.19 parce qu'entre-temps, il y aura pas mal de choses qui ont changé et il y aura une incompatibilité et ton programme il risque de ne pas marcher. Et pour initialiser, pour démarrer un client Go, vous faites juste un Go mode init, le nom de votre package, et après un go get kuts.io client Go, la version du client Go. Et cette version du client Go, il doit dépendre de la version de votre cluster Kubernetes que vous utilisez. Sinon, vous aurez des petites surprises. Bon, ça, c'est les sources. Là, je vais vous faire la démo vite fait. Vous voyez mon VS Code? Oui, c'est bon, on va tout Ok, bien. vous voyez mon VS Code. Ok, je vais vous expliquer tout ce que je fais. Bon, je disais tout à l'heure que, en fait, le client Go,
en réalité, il a besoin d'un fichier de configuration. Et le fichier de configuration, il est pas. Ah merde. Il est dans mon home.cube config. Voilà, il est là. Et ça, c'est mon fichier de configuration. Et ce fichier de configuration, tu as un certificat et une clé. Et ces certificats, ils sont utilisés derrière pour se connecter au cluster Kubernetes euh, que je veux attaquer et installer genre des pods, en fait, mon déploiement et mon service derrière. Et, euh, et pour faire simple, là, on récupère le fichier de configuration par onFile.join. Là, os.getenv, il permet de juste récupérer la variable d'environnement home. Et, et vu que c'est dans le fichier .kubeconfig, je les concatène. Et après, je récupère, je crée une variable qui s'appelle config file object qui me retourne en, objet, l'objet kubeconfig. Et après, j'appelle le package kubernetes.new new for config et je lui fais passer mon objet. Et c'est lui qui va me créer en réalité le client 7. Et le client Go, en réalité, il va se baser sur ce client 7 pour accéder à toutes les interfaces qui implémentent des fonctions. Et là, je vais aller sur le déploiement. Je vais vous montrer le déploiement. Là, je vais créer une fonction qui s'appelle create deployment object et il prend en paramètre le client 7 parce que pour créer un déploiement, j'ai besoin du client 7 que mon client Go m'a généré. Et ce client 7, il est là, .apps v1. Apps v1, c'est que le déploiement, il appartient à apps v1. Et si vous pouvez le voir ici au niveau de apps v1, dans ce package-là. Et je mets point déploiement. DRB, c'est le namespace parce qu'en fait, si tu veux créer un déploiement, soit si j'enlève le DRB, il va le créer dans le namespace par défaut. Mais bon, j'ai fait exprès de mettre DRB pour que ça soit créé dans le namespace par défaut. Et après, il y a une méthode create. Et dans cette méthode, on lui donne le contexte avec le déploiement qu'on a passé en paramètre dans la fonction create déploiement et avec une option create option. Mais par contre, on crée d'abord l'objet déploiement. Et pour créer l'objet déploiement, là, je fais un get déploiement qui retourne apps en déploiement. Et sur un déploiement, il faudrait savoir qu'on a des labels. On a le nom du déploiement, il est là. Il s'appelle Nginx déploiement. Le namespace, ça sera déployé dans le namespace DRB. Et les labels, voilà, je les ai déjà créés un peu en haut. Et dans le déploiement, tu as ce qu'on appelle une spec. Et dans la spec, tu as le réplica. Le réplica, ça représente le nombre de pods que mon déploiement fera tourner. Il va me garantir que mon déploiement, il a 5 pods qui tournent à tout moment. Et là, au niveau des sélecteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand tu veux accéder à ton déploiement, tu crées ce qu'on appelle des labels. Et puis, le service, il va se baser sur ces labels-là pour router ton trafic vers les pods. Et dans le template, on a toujours les labels qui permettent, en fait, ce label-là, il doit correspondre à ce label-là. Sinon, à la création de ton déploiement, tu seras rejeté. Et dans le template, on a une spec pour décrire en fait toutes les informations du pod. Et dans le pod, on aura le conteneur, il y aura des volumes, il y aura ce qu'on appelle tout ce qui est readiness, liveness, mais bon, j'ai voulu faire trop simple pour ne pas rentrer trop dans les détails. Et là, j'ai un conteneur. Dans mon conteneur a pour nom Nginx deployment et l'image de mon conteneur, c'est Nginx. Et pour le port, bon, vu qu'un Nginx il tourne sur le port 4.1, c'est le port que j'ai pris par défaut. Et ça, c'est en réalité mon déploiement. Et quand je vais prendre cet objet, je vais le passer au client 7 avec l'interface apps v1 déploiement et la fonction create et il va me créer un déploiement.
Et là, je vais faire un tour sur le service. Et sur le service aussi, c'est pareil, hein. Je crée toujours une fonction service qui prend en entrée un client 7. Et le client 7, je vous rappelle que c'est un ensemble d'interfaces en fait, qui implémente des fonctions qui vont nous permettre de créer nos objets. Et aussi, c'est le même principe, hein. Pour là, ma fonction get service, il retourne en service et il y a toujours des labels parce qu'en fait, le service, il va se baser sur des labels pour router en fait nos requêtes vers les bons pods. Et le type de service que je vais mettre en place, c'est un service de type load balancer. Et en load balancer, si tu es dans un cloud provider, il te donne la possibilité d'avoir une adresse IP publique. Et cette adresse IP publique va récupérer les requêtes des clients et il va les router sur les différentes pods qui matchent avec le bon label. Mais par contre, si vous faites du bar metal, en créant un load balancer, un service de type load balancer comme ça ne marchera pas parce que vous aurez votre adresse IP publique qui sera toujours en mode pending. Et dans ce cas, vous serez obligé de le patcher. Et c'est pareil aussi pour tous les gens qui utilisent Kubernetes en local, ils sont confrontés à ce problème-là. Mais tu peux déployer un service de type load balancer et après, à la fin, tu fais un patch de ton service en fait, pour lui donner une adresse IP qui va prendre en tant que load balancer. Et là, si on part dans notre main, bah, j'ai un main qui est vide. Et ce que je vais faire, j'ai récupéré mon client 7. Pour le client 7, on va regarder. Bon, il retourne deux variables, le client 7 et l'aurore. Si je fais client 7, aurore, et, et il me faut, voilà. Et je regarde les go modes. Hein, je fais src, k8s, k8s, point, voilà. J'initialise là, c'est bon, j'ai mon client. Voilà, là c'est normal parce que j'ai défini deux variables que je n'utilise pas. Bon, là, dans le client 7 tout à l'heure, je disais qu'en fait, si tout se passe bien, il va me retourner un client 7 en nil. Et là, je vais tester if error, si c'est différent de nil. Si c'est différent de nil, dans ce cas, on ne pourra rien faire. Il va me faire en panique parce qu'en fait, on a besoin juste du client 7 pour créer nos pods, en fait, mon déploiement et mon service. Voilà. Et là, non, c'est différent plutôt. Voilà, c'est ça. Et là, ce qui reste, c'est que j'ai instancié le client 7, mais je ne l'utilise pas. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Et là, je vais faire un ftm.print ln. Je vais essayer de l'afficher pour voir en réalité ce qui va m'afficher. Ah, merde. Client 7. Voilà, tout est bon. OK. Là, je vais faire un clear et je vais faire un go run de mon main et je vais voir ce qui va m'afficher. Voilà. Là, il m'a fait juste le client 7. Mais bon, sous ce format-là, je ne peux rien comprendre. Et ce que je vais faire, je vais créer le déploiement. Je vais faire un deploy. Et pour créer le déploiement, je vais regarder, créer le déploiement. OK, il renvoie deux valeurs. Donc, je fais un get déploiement d'abord parce que get deployment, d'abord, il est dans quel package le déploiement? Il est dans le paquet workload. OK. Donc, je prends tout ça. Je spécifie le package workload.
je fais workload.get déploiement. Et là, j'ai mon déploiement. Et ce qui me reste à faire, vu que j'ai mon déploiement, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas, c'est get plutôt. Voilà, c'est celui-là. Là, il râle parce que j'ai instancié un objet que j'ai pas utilisé. Et ce que je vais faire, je vais appeler la fonction create déploiement. Et create déploiement, en réalité, il prend en entrée le client 7 et l'objet déploiement et il retourne une erreur. Et du coup, ce que je vais faire erreur, deux points, work, workload.create déploiement. Et il prend en entrée quoi? Il prend le client 7 en entrée avec l'objet deploy. Voilà, c'est bon. Et il va râler au niveau de l'erreur parce que l'erreur, il n'est pas utilisé quelque part. Je vais faire un copier-coller parce que c'est la gestion d'erreur. Je pouvais faire une fonction .ao qui gère tout ça. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais. Ok, j'avais déjà utilisé. Ok, instancier l'erreur en .ao. Et maintenant, je vais créer mon service. Et pour le service, je pars sur le. Voilà, sur ça. C'est aussi pareil. Je fais un service égale workload.get service. J'ai mon service. Et ce que je vais faire, je regarde là le create service aussi, c'est pareil. Et il retourne le create service, il retourne, voilà, il retourne deux valeurs. Il retourne le service créé et en même temps une erreur. Et ce que je vais faire, vu que je n'ai pas besoin de ça, je vais faire simple égale workload.create service et il prend toujours le client 7 et le service. Je pense, c'est ça. Et je fais pareil avec les erreurs. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est pas normal. Mismatch better workload cannot return. Je vois. Create service. Ah ouais, mais il retourne une seule valeur. Je me suis trompé. Voilà, là c'est bon. J'ai récupéré mon client 7 et le client 7 pour créer un déploiement, je lui ai dit d'utiliser tel client 7 pour créer le déploiement. Je le fais pour le service. Et là, je vais faire tourner mon programme pour voir en réalité est-ce qu'il va me créer mon déploiement et il va me créer mon service et exposer mon déploiement de telle sorte que ça sera accessible via mon load balancer. Je vais faire en go run et voir ce qu'il va dire. OK, panic namespace DBR not exist. En fait, c'est normal parce que j'ai pas créé de namespace DRB. Et ce que je vais faire, je vais créer un namespace. J'ai utilisé la commande kubectl create namespace DRB, ouais, c'est ça. Bim, je le crée, c'est bon, je peux faire un kubectl get namespace. Ouais, get namespace. Et j'ai la liste de tous mes namespaces. Et du coup, là, j'ai DRB qui est là. Je vais rappeler la commande que j'avais fait tout à l'heure pour faire lancer mon programme. Ok, là c'est bon, il n'y a rien. Il n'y a pas d'erreur. Je vais faire en kubectl getpod-n drb et bam, j'ai mes 5 pods qui tournent parce que j'avais un réplica. Dans mon déploiement, j'avais un réplica, ouais, j'avais un réplica de 5 et du coup, là, il me crée mes 5 pods et je vais voir si le service il est up. Bon, je vais faire parce que je suis en gros flemmard, je fais comme ça. Service
SVC, OK. Et là, c'est bon. Il m'a créé le service de type load balancer. Je vais faire en Carl pour voir est-ce que j'arrive à accéder à un de mes pods Carl. Bon, HTTP. Bien. Ah merde. Tout ça. Et voilà. Et du coup, c'est bon. Je vais prendre mon adresse IP. Je vais aller sur ma UI. Je vais voir si j'arrive à avoir. Voilà. Là, j'arrive à accéder à NGNX, à un de mes potes NGNX, en passant par mon service de type load balancer. Et puis bon, je pense que c'était ça la démo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci Anso pour la présentation et aussi pour la démo. Je ne savais pas que les gens qui savaient manipuler du Kubernetes pouvaient écrire des lignes de code aussi. Ouais. Je me disais tout le temps que les gens qui aimaient faire du DevOps, c'est les gens qui ne voulaient plus faire du code. Ah non, 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 c'est ça, c'est faux, hein, ça, c'est archi faux. Oui, c'est archi faux quand même. Ah, moi, Parce que, ça fait partie de mon quotidien. Après, je pense que si le temps nous le permet, je pourrais vous faire une présentation sur comment on écrit un opérateur en Go. Et du coup, ça va vous faciliter tout ce que je suis en train de faire. Les kubectl apply MOF, tout ça, l'opérateur, il va le prendre en compte. Il suffit juste de le passer en CRD, il récupère en CRD, il t'installe ton appli, il t'installe tes services et à la fin, il te dit que ton appli, il est disponible sur tel ou tel service. ouais, voilà. En tout cas, merci encore pour la démo. J'ai bien suivi cela. Donc, les gars, si vous avez des questions, je pense que vous pouvez ouvrir votre micro ou bien le mettre sur le chat. Comme ça, on va discuter sur le temps qu'il nous reste. Je pense que les gars, ils sont timides ou ils ne savent pas utiliser Ouais, Kubernetes. souvent, ils sont assez timides quand même. Donc, Ah, mais il faut qu'ils sortent dans leur zone de confort, hein. Après, c'est pas. Il oui, n'y a aucune question qui est bête, on est là pour ça, hein. oui. Cher Soumare, je te vois, tu n'aurais pas des questions sur tout ce qui est API? Même de même que Omar est Ouais, là, si vous avez des questions. ouais. Euh, Moi, je suis juste développeur, enfin, je suis codeur, hein. Je connais Go, mais pas Kubernetes. Enfin, je sais ce que c'est, ce que ça fait, mais vu que je ne suis pas Ops. Ah, mais bon, tu as Mais pas ça beaucoup de m'intéresse DevOps, quoi. surtout juste, ouais, juste de façon pour ma connaissance personnelle. Ouais. Mais, euh, mais je ne l'utilise pas dans mon travail réellement. Mais Go m'intéresse, Ok. Ops m'intéresse, mais Après tu fais comment pour déployer tes applications? je ne les déploie pas. Souvent, je les mets sur les serveurs de qualification ou d'intégration. Ensuite, il y a l'Ops qui prend le relais à partir de là pour les mettre en prod. Et pour les mettre sur les serveurs, vu que je connais un peu Linux depuis quelques années, donc assez facilement, je fais du SCP, je fais ce genre de choses. Ok. Voilà. Et ça te tente pas de. Si, dans mes projets personnels, Ah ouais, ouais, ouais. j'essaierai un jour peut-être. Mais en fait, moi, le problème que j'ai, un jour, on m'a posé cette question-là en entretien avec des gens, des Américains au Colorado, là. Ils me disaient, est-ce que tu connais Kubernetes? Je dis, oui, je connais Kubernetes, ce que ça fait et machin, mais je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai pas l'intention de le faire parce que, en fait, le problème que moi je vois, c'est que Kubernetes répond à une problématique que moi, personnellement, dans mes projets, on n'a pas. Par exemple, eux, ils ont des problèmes de reliability, le machin doit être tout le temps disponible Ok, ouais, je vois, ouais. au Il plus doit être. proche des gens, ce genre de choses. Donc, ça ne doit pas tomber, etc., etc. Et si c'est des sites ou des projets ou des produits qui ont des centaines de millions de connexions par jour. Ah ouais. Moi, dans ma bulle, si j'ai 500 connexions sur mon site web, je suis content, quoi. Donc, je n'ai pas besoin de haute disponibilité, Ah de ouais, je vois. Après, redondance, de après, machin, tout ça, ouais, tout ça. après ouais, ça dépend des use cases, hein. Si tu as Oui, un voilà, use case où tu n'as pas forcément besoin du cube, ça sert à voilà, rien de le faire pour la forme. voilà. Je ne fais pas des ventes de e-commerce à Noël, tu vois, comme à Noël, leurs sites, ils sont Ouais, attaqués. Donc là, Kubernetes répond réellement à un ah, besoin. ouais.
qui est vraiment réel, quoi. Mais moi, dans mon scope, en Afrique, en tout cas, je ne vois pas, même Seneweb qui fait de grosses audiences, je ne pense Ah pas non, qu'il non, en non, ait mais besoin je de pense façon. plutôt Kubernetes, on l'utilise pour mettre en place une solution, une cloud, en fait, un cloud privé, quoi. Parce que pas mal de, dans Google, ils ont une offre de service manager de Kubernetes. Mais en Oui, réalité, oui, en je fait, si, connais GCP, oui. ouais, en fait, Mm. en réalité, si tu as ton data center, tu peux mettre en place ton propre cloud privé en utilisant du Kubernetes. Comme tu es libre d'utiliser du OpenStack, et ainsi de suite. Oui, oui, oui. Donc voilà, mais ça m'intéresse beaucoup. Mais pour le moment, je regarde ça de loin, quoi, de très loin. Ah, mais il faut, hein, il faut le regarder parce que je te le conseille. Hein. Après, ça, en fait, c'est un domaine où ça paye bien. Oui. Et Non, puis, non, j'ai des experts à côté. J'ai James Gaglo ouais, qui est expert dans ça. Et voilà, d'autres potes qui peut-être au besoin pourront. James, par exemple, il a une formation, je pense, sur Kubernetes et compagnie. ok, cool. Donc voilà quoi. Mais là, j'ai pas de questions réelles, vraiment. Mais c'était super intéressant par contre. Ok, les mecs comme Yazid, Mohamed, Nyandou Gueye, Ibrahima, Cher Soumaré, Omar, pas de questions? Bon, Moi, j'ai une question par rapport au client Go que tu as mis. Est-ce qu'il y a des prérequis par rapport à cela pour pouvoir écrire le client Go carrément pour Kubernetes? Est-ce qu'il y a des notions qu'on doit savoir en amont? Déjà, je sais qu'on doit savoir des trucs sur Kubernetes, mais est-ce qu'il y a des librairies à utiliser à côté ou bien ce genre de choses? oui, attends, pour écrire un client Go, il faut connaître les interfaces que le client a à sa disposition. C'est juste ça. Mais par contre, bon, sur les prérequis, il faudrait Go installer. Parce que si tu n'as pas Go, le client Go, il ne marchera pas. Mais sinon, en fait, tu as différents types de clients. Tu as des clients Java, parce que je l'ai vu, tu as des clients JavaScript. Tu as plusieurs clients. Mais en réalité, les prérequis, c'est qu'il faut avoir Go qui est installé. Et il faudrait juste connaître les interfaces que mettre à disposition le client Go. Parce que dans ces interfaces-là, c'est ces interfaces que tu vas utiliser pour créer un déploiement, pour créer un service, pour créer un HPA. C'est juste ce qu'il faudrait comprendre. Hein. C'est juste comme prérequis. Après le reste, c'est juste ta façon d'écrire. Et puis, mais il faut connaître du Go un tout petit peu si tu veux le faire en Go. Ça va. C'est juste ça comme prérequis. Et après aussi, pourquoi pas mal de gens utilisent le client Go dans la plupart des boîtes où j'ai bossé, où on a mis en place une SaaS, où la solution a été mise en mode SaaS, c'est qu'on avait un client Go qui tournait sur un backend, puis on avait un backend DB, et tu avais une UI. Et sur ta UI, tu fais ta configuration, genre le nombre de pods que tu veux, le service que tu veux lancer, et toutes ces informations sont stockées dans une base de données. Et ça peut être du Mongo, ça peut être du Postgres derrière. Et si tu veux déployer ton application, dans ta UI, tu as un bouton deploy, en fait, qui a un endpoint vers le client Go, vers le backend Kubernetes. Et une fois, quand cette requête arrive au niveau du backend Kubernetes, le backend, il va interroger la base de données, récupérer la config, créer un CRD et faire appel au client Go pour genre créer le CRD et derrière tu auras un opérateur qui va venir lire ça et puis l'installer. C'est vachement pratique hein, si tu veux déployer des applications dans le cloud. Franchement, c'est le moment, comme disait James, quoi. C'est le moment. Ok, ok, je vois bien. Donc, c'est très Et, clair par rapport à cela. et du coup, quand tu regardes des mecs comme Red Hat, c'est ce qu'ils font. Red Hat, ils ont une solution OpenShift où derrière, tu as du Kubernetes, tu as un opérateur, tu as des bases de données.
eux, tu as une UI et sur ta UI, tu mets juste tu mets juste le nom de ton image conteneur, tu mets des configurations, il prend ces configurations pour te déployer ton appli. Mais derrière, tu as un client Go qui est là et dans un opérateur, ainsi de suite. Okay. Bonjour Ansou, merci pour ta présentation. J'ai une petite question en fait parce que je viens de l'univers Java et pour faire des servlets, on a besoin de Maven pour builder, packager et tout. Tu as parlé de faire un servlet avec du Go. Comment se présente le life cycle de Go en fait? Qu'est-ce qui présente cet avantage vis-à-vis du Java en fait? Bon, le conseil que je peux te donner, c'est que quand tu fais des applications qui tournent dans le cloud native, en fait, moi je suis en pro Go. Je connais les avantages de Go, mais je te conseille de faire du Go. Une image Java qui est censée aller dans le cloud, tu n'as pas une idée de combien de mégas ça va te faire. En fait, genre, c'est des images. En fait, quand tu packages ton image d'après le process que tu as dit, tu vas te retrouver avec plusieurs mégas pour une image qui est censée aller dans le cloud. Alors qu'avec du Go, c'est du binaire derrière. Une fois c'est compilé, ça ne tient même pas sur du 100 mégas. Et tu as une image conteneur qui fait du 100 mégas. Et au niveau déploiement, tu gagnes. Au niveau déploiement, tu gagnes en rapidité. Au niveau scale, tu gagnes en rapidité. Ok, top. Merci pour ta réponse. Ouais. Tu vois un peu? Oui, tout à fait. Après, si tu es un pro Java, oui, il ne faut pas être scotché à ta techno, mais regarde plutôt les avantages quand tu veux aller dans le cloud ou quand tu veux faire du bar metal ou des trucs de ce genre. Ok, là, les avantages sont évidents, notamment pour le côté léger que ça présente. Mais quel est le life cycle en fait? Comment c'est buildé le servlet et tout? Puisque je suis vraiment à nouveau en Go, j'ai jamais touché pour l'instant. Je voulais savoir juste derrière le capot, comment ça fonctionnait pour la création du servlet en fait. Par contre, dans Java, pas dans Java, Il n'y a dans pas de GCP, servlet. je ne sais pas s'il y en a ou pas, mais dans GCP, tu as une possibilité de générer genre du code Go et à chaque fois que tu tapes un certain endpoint, ce code Go il est exécuté. C'est les function as a service là. Exactement, voilà, c'est ça, c'est Voilà, function as a service. Voilà, c'est ça. Serverless, Oui, exactement. et j'aimerais profiter de ça pour encourager les gens à faire du Go parce que, selon un sondage, je ne sais pas quoi, c'est le deuxième langage le mieux payé. Donc, les gens, profitez-en. Hein. Moi, j'ai monté un petit groupe d'études et d'apprentissage de Go. Donc, on est deux. On était 4 au début, maintenant on est 2. Et voilà, je vraiment, parce que je le faisais comme ça en dilettante, mais je veux vraiment me concentrer dessus. Ah ouais, en tout cas, et faire un peu moins de PHP. Ah ouais, donc tu fais du PHP. Ça voilà. Non, même pas. Non, jamais. Je suis passé par là, j'ai fait du PHP pendant 2 ans. Ah oui, c'est ça. En tout cas, je vous encourage à faire du Go. C'est vrai, hein. Même si on regarde il y a beaucoup de technologies qui sont nées actuellement ou bien durant ces 2 ou 3 dernières années. La plupart, ils sont écrits en Go. Donc, cela montre réellement la puissance de Go par rapport à ça. Non, c'est juste avec l'avènement du cloud qui fait que pour aller sur le cloud, c'est beaucoup plus facile d'utiliser du Go parce qu'au niveau performance, au niveau scalabilité, au niveau rapidité de déploiement, et tu vas voir des outils comme Docker, comme Kubernetes, ils sont écrits en Go. Et ça, c'est un avantage aussi que les autres langages ne présentent pas. Non, et puis Go, c'est le langage du 21e siècle. Par exemple, pour tout ce qui est multicore et tout ça, ils utilisent parallélisme, concurrence, tout ça. Tout ce qui est avec les Go routines comparé aux coroutines que Ray a présenté tout à l'heure. En tout cas, c'est le moment, il faut
N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, il faudrait sauter dessus direct, quoi. Ouais, sautez dessus, les gars. Ouais. En tout cas, bon, merci. Hein. Merci quand même, les gars. Peut-être une prochaine fois, on va revenir avec d'autres présentations. Ouais, Merci pour la présentation. Merci, oui, c'est vrai. Merci pour la présentation. De rien. Super. De rien, les gars. Enfin. Ok, merci Ansou. Ok, allez, merci les gars. Ok, vas-y.